La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un tambour funèbre, et Jules sentit son cœur se serrer avant même que la porte ne claque derrière lui. « Sortez, espèce de parasite. Vous puez la défaite et le vice », avait hurlé le gérant, un homme bedonnant aux yeux injectés de haine, en le poussant sans ménagement hors de l'immeuble. Dans son fauteuil roulant, trempé jusqu'aux os, Jules fixa le vide, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs usés, tandis que les larmes se mêlaient à l'eau du ciel parisien. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait l'ignominie, mais celle-ci le frappa comme une grenade artisanale. 20 ans plus tôt, sur les sables brûlants d'Afghanistan, une embuscade avait emporté sa jambe droite et une partie de son âme. Rentré au pays, ce pays qu'il avait défendu sous le drapeau étoilé, malgré son orientation qui le condamnait au silence perpétuel, il avait atterri à Paris pour fuir les regards suspicieux de l'Amérique puritaine. Ici, dans la ville lumière, il avait cru trouver un refuge. Un petit appartement modeste, un boulot de traducteur freelance pour des revues littéraires, et surtout, Kevin. Kevin, son amour secret, ce Français aux yeux verts comme la Seine au printemps, qu'il avait recueilli après une nuit arrosée au Marais. Mais Paris n'était pas si tolérante qu'on le disait. Le gérant, un ancien militaire recalé, avait fouillé dans ses affaires, découvert les photos jaunies de son unité, les lettres codées à Kevin, et le diagnostic de PTSD griffonné sur un dossier médical. Un PD infirme qui squatte chez moi. Jamais, avait-il craché, en jetant ses maigres possessions sur le trottoir glissant. Jules, impuissant, avait supplié, « Monsieur, j'ai servi mon pays. Donnez-moi du temps pour trouver une solution. » Mais les mots s'étaient perdus dans le vacarme de la porte qui se refermait, comme un jugement final. Assis là, sous l'auvent d'un café fermé, Jules sortit son téléphone d'une poche détrempée. Ses doigts hésitèrent sur le contact les frères. 4 numéros, 4 ombres de son passé, des Navy SEALS, ses coéquipiers d'autrefois, des géants forgés dans le feu des opérations clandestines. Il s'était juré fidélité éternelle, au-delà des champs de bataille, au-delà des secrets. Alex, le tacticien froid aux yeux bleus, Marco, le colosse italo-américain au rire tonitruant, Ryan, le sniper mélancolique qui peignait des aquarelles, et Ethan, le leader charismatique, tatoué d'un aigle sur l'épaule. Ils vivaient dispersés, Alex à Lyon, Marco à Marseille, Ryan à Bordeaux, Ethan à Paris même, mais un appel de Jules les rallierait comme un signal de détresse. Il appuya sur « Appel groupe ». La sonnerie retentit, 1, 2, 3. « Jules ? Qu'est-ce qui se passe, mon vieux ?» La voix d'Ethan, rauque et inquiète, brisa le silence. Les autres se connectèrent en cascade. Jules inspira profondément, sa voix brisée par les sanglots. « Les gars. Ils m'ont viré. Le proprio. Il sait pour moi. Et ma jambe. Je suis dehors, sous la pluie. » Un silence de mort s'abattit, puis un chœur de jurons en anglais et en français. « On arrive, » grogna Alex. « Donne-nous l'adresse. » Tandis que l'orage redoublait, Jules repensa à Kevin. Ils s'étaient rencontrés il y a 2 ans, lors d'une expo photo sur la guerre au centre Pompidou. Kevin, conservateur de musée, avait vu en lui non pas un vétéran brisé, mais un survivant aux yeux profonds comme l'océan Atlantique. Leur première nuit avait été un tourbillon, des baisers volés sous les ponts de la Seine, des murmures en français approximatifs mêlés à des caresses hésitantes. Jules, habitué à la solitude des baraquements, avait découvert l'amour vrai, celui qui guérit les plaies invisibles. Mais Kevin, avec son passé bourgeois et ses peurs enfouies, n'avait jamais osé le crier sur les toits. « Pas encore, » disait-il. « Laisse-moi du temps. » La nuit s'épaissit, et Jules roula jusqu'à un banc, son fauteuil grinçant sur les pavés irréguliers. Des souvenirs affluaient, les missions en tandem avec les frères, ces nuits où ils partageaient des clopes et des confessions autour d'un feu de camp. Alex avait avoué sa bisexualité un soir, sous les étoiles du désert, Marco, son rêve d'ouvrir un resto en Provence, Ryan, sa peur de l'intimité, Ethan, son deuil pour un amant perdu en opération. Ils étaient sa famille choisie, forgée dans le sang et les larmes. Et maintenant, ils venaient pour lui. Le premier à arriver fut Ethan, surgissant d'un taxi comme un fantôme vengeur. Grand, les épaules larges sous un imperméable noir, il s'agenouilla devant Jules, ses mains puissantes enveloppant les siennes. « On va régler ça, frangin. Personne ne touche à notre sang. » Ses yeux, d'un gris acier, brillaient d'une fureur contenue. Bientôt, les autres débarquèrent, Alex en train de nuit, Marco en covoiturage express, Ryan en vol Low-cost. Ils formèrent un cercle autour de Jules, une muraille humaine contre la tourmente.
Mais au fond de lui, Jules craignait plus que la pluie, la réaction de Kevin. Il lui avait envoyé un SMS, « Besoin d'aide. Perdu mon appart. Viens au Sacré-Cœur. » La réponse tardait. Était-ce la peur? Ou pire, le regret? Tandis que les frères tramaient leur plan, une confrontation pacifique, mais ferme, avec le gérant, Jules sentit un vide se creuser. L'amour, si fragile, pouvait-il survivre à cette tempête? Ils marchèrent ensemble vers l'immeuble, les 4 SEALS portant le fauteuil de Jules comme un trône royal. La porte cochère grinça, et le gérant, alerté par le bruit, apparut en robe de chambre, un verre de vin à la main. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » beugla-t-il. Ethan s'avança, sa voix un murmure menaçant. « Vous avez viré notre frère. Un héros. On veut discuter. » Le gérant ricana, mais son regard vacilla face à ces colosses trempés, unis comme une meute. La confrontation s'enflamma vite. « C'est un inverti, un estropié. Il n'a pas sa place ici, » cracha le gérant. Marco, d'ordinaire jovial, serra les poings. « Il a sa place partout où il pose son cul, parce qu'il a saigné pour la liberté, la vôtre comprise. » Des mots volèrent, des accusations, des vérités crues sur l'hypocrisie française face aux vétérans étrangers. Jules, au centre, se sentait à la fois protégé et exposé. Puis, un bruit de pas précipité, Kevin, essoufflé, émergea de l'ombre. « Jules. Mon Dieu. » Ses yeux verts s'emplirent de larmes en voyant la scène. Kevin s'approcha, ignorant le gérant, et s'agenouilla près de Jules. « Je suis là. Désolé pour le retard. J'ai eu peur. Peur de ne pas être assez fort. » Leurs mains se nouèrent, un geste simple qui fit taire la nuit. Mais le gérant, furieux, appela la police. Intrus. Menace. Les sirènes hurlèrent au loin, et le groupe se raidit. Était-ce la fin, ou le début d'une riposte plus profonde? Les gyrophares bleus dansaient sur les façades haussmanniennes comme des spectres accusateurs, et Jules sentit son estomac se nouer tandis que les policiers s'approchaient. « Messieurs, veuillez vous identifier » ordonna l'un d'eux, un jeune agent aux épaules raides, son regard balayant le groupe avec suspicion. Ethan, toujours le diplomate, leva les mains en signe de paix. « Officier, pas de grabuge. On est des amis d'un locataire expulsé injustement. Voici Jules Harlan, vétéran américain, décoré de la Purple-Hat. » Le nom fit son effet. L'agent aîné, un barbu grisonnant, plissa les yeux. « Harlan? Le type de l'Afghanistan? J'ai lu des trucs sur vous dans Le Monde. » Une pause lourde, puis, et ce gérant? Il accuse d'agression. Le bedonnant, rougeaud derrière sa porte entrebâillée, pointa un doigt tremblant. Ils ont forcé l'entrée. Des brutes. Mais Ryan, le sniper au calme olympien, sortit son téléphone et lança une vidéo, l'expulsion filmée par un voisin compatissant, diffusée en live sur un forum de vétérans. Les flics visionnèrent, leurs faces se durcissant. « Monsieur, » dit l'aîné au gérant, « l'expulsion sans préavis pour motif discriminatoire? C'est illégal. On va devoir enquêter. » Le gérant blêmit, marmonnant des excuses vaseuses, mais le mal était fait. Tandis que la police repartait avec une promesse de suite, le groupe s'engouffra dans un bistrot voisin, le Petit Sacré, pour débriefer. L'air empestait le tabac froid et le vin rouge, et Jules, épuisé, s'effondra sur une banquette. Kevin ne lâchait pas sa main, ses doigts entrelacés comme une encre. « Je t'aime, Jules. Vraiment. J'ai paniqué parce que... Mon père. Il est traditionnaliste, tu sais. Mais ça s'arrête là. » Jules hocha la tête, mais une ombre passa dans ses yeux. « Et si c'était trop? Ma jambe, mes cauchemars. Je ne veux pas te traîner dans l'abîme. » Kevin secoua la tête, ses lèvres effleurant son oreille. « L'abîme, c'est sans toi. » Les frères, attablés autour d'une carafe, laissaient les amoureux à leur bulle. Alex, le tacticien, cartographiait déjà le plan sur une serviette. « On porte plainte pour discrimination. J'ai un contact à l'UNEF, ils adorent les cas comme ça. » Marco, versant du pastis, éclata de rire. « Et pour le reste? On squatte chez moi à Marseille? Ou on hacké son compte bancaire? » Ryan, esquisse au crayon en main, murmura « Non. On le brise de l'intérieur. Montrez-lui ce que c'est, la vraie force. » Mais sous les blagues, la tension couvait. Ethan,
adossé au mur, fixait Jules avec une intensité qui n'échappa à personne. Il y avait eu, autrefois, une étincelle entre eux, une nuit de permission à Kaboul, des corps enlacés dans la chaleur étouffante, vite étouffés par le devoir. Ethan n'avait jamais digéré la perte de son amant précédent, et voir Jules avec Kevin ravivait de vieilles braises. « T'es sûr de lui, Jules » demanda-t-il enfin, sa voix basse comme un grondement. Jules releva la tête, surpris. « Quoi ? Kevin est tout. » La soirée s'étira en confidences. Ils parlèrent de l'Amérique qu'ils avaient fui, les Dontask, Dontel qui les avaient forcés au placard, les thérapies de conversion imposées par des familles rigides. Marco raconta son coming out explosif à Naples, Ryan ses toiles sombres inspirées de batailles intimes. Alex, le plus réservé, avoua une liaison brisée avec un officier français lors d'un exercice NATO. Et Jules ? Il parla de Kevin comme d'un miracle, il m'a appris à danser en fauteuil, sous les lumières de la tour Eiffel. C'est ça, l'amour pas la guerre. Pourtant, le doute s'insinuait. Tard dans la nuit, alors que Kevin raccompagnait Jules à l'hôtel temporaire réservé par Ethan, une dispute éclata. « Pourquoi tu as appelé tes potes en premier ? » « Moi, je suis ton partenaire, » s'exclama Kevin, jaloux. Jules, las, rétorqua, « parce qu'ils sont ma famille de combat. » « Toi, t'hésites encore à nous présenter à tes amis. » Les mots blessèrent, et Kevin partit en claquant la porte, laissant Jules seul avec ses démons. Le lendemain, les frères mirent leur plan en branle. Ethan, infiltrant l'immeuble sous couvert de nouveaux locataires, découvrit les magouilles du gérant, loyer truqué, discrimination raciale documentée dans des emails. Ils compilèrent un dossier béton, le transmirent à un avocat pro bono via une asso LGBTQ+ parisienne. Mais le gérant contre-attaqua, une rumeur lancée sur les réseaux, accusant Jules d'être un agresseur sexuel dérangé. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, et Kevin, recevant des appels de collègues, vacilla. « Jules, c'est faux, hein » murmura-t-il au téléphone, la voix chevrotante. « Bien sûr que oui » répondit Jules, le cœur en miettes. Mais la graine du soupçon était plantée. Ethan, sentant la faille, offrit son épaule, une promenade le long de la Seine, où les mots devinrent caresses. « Je t'ai toujours aimé, tu sais » avoua Ethan, ses lèvres frôlant celles de Jules. Un baiser volé, chargé de passé et de présent, qui sema le chaos. Kevin, apprenant l'incident par un texto anonyme, Marco, impulsif, avait fouiné, explosa. « Tu me trahis avec lui ? Après tout ?» La confrontation au café fut un ouragan, larmes, cris, accusations de faiblesse. Jules, déchiré, choisit Kevin pour l'instant. Mais la fissure s'élargissait, et les frères, divisés, sentaient la trahison poindre. Le soleil de midi filtrait à travers les volets mi-clos de l'appartement d'Ethan, dans le Marais, où Jules avait trouvé refuge provisoire. Les murs, tapissés de photos jaunies d'opérations cils ou des silhouettes floues sous la lune afghane, respiraient le passé comme un exorcisme inachevé. Kevin n'avait pas reparu depuis leur dispute, et les messages restaient sans réponse, des flèches perdues dans le vide numérique. Jules, roulant jusqu'à la fenêtre, contemplait les passants anonymes, des couples main dans la main, indifférents aux tempêtes intimes. Ethan entra sans frapper, un café fumant à la main. « Tiens, mon vieux. » Noir, comme ton humeur. Son sourire en coin masquait mal l'attention. La nuit précédente, ce baiser impulsif hantait l'air entre eux, une grenade dégoupillée. Ethan. À propos d'hier, balbutia Jules. L'autre posa la tasse, s'assit sur le bord du lit. Oublie. C'était la nostalgie. Mais Kevin. Il te mérite pas, s'il te laisse comme ça. Les mots étaient un poison sucré, et Jules, vulnérable, se laissa aller à l'aveu, j'ai peur qu'il me voie comme un fardeau. La jambe, les crises. Et maintenant, cette rumeur. La rumeur. Elle avait gangréné tout, un article bidon sur un blog d'extrême droite, relayé par des trolls, accusant Jules d'abus sur des recrues. Faux, bien sûr, une calomnie ourdie par le gérant pour se venger. Mais les frères ripostèrent, Alex lança une contre-campagne sur X, ancien Twitter, Justice pour Jules trending à Paris. Marco organisa une manif pacifique devant l'immeuble, avec des vétérans français en soutien. Ryan peignit une fresque murale, un fauteuil roulant ailé, brandissant un arc-en-ciel, sous le slogan « Blessures invisibles, cœurs invincibles ». Pourtant, le doute rongeait Kevin. Au musée, ses collègues chuchotaient, et son père, un notaire guindé du 16e, l'appela « fils »,
c'est qui ce Harlan? Un scandale? Kevin, étouffé par la pression, commit l'irréparable. Sous prétexte d'enquêter, il contacta le gérant anonymement, offrant des infos sur Jules en échange d'un arrangement pour l'appart. Dites-moi juste s'il est clean, mentit-il. Le gérant, rusé, enregistra l'appel et le diffusa à Ethan, via un intermédiaire. Ethan, recevant le fichier audio, sentit la rage monter comme une marée. Il convoqua Kevin au parc des Buttes-Chaumont, un lieu neutre aux allures de jungle urbaine. « Écoute ça », dit-il en lançant le playback. La voix de Kevin, hésitante, oui, il a des problèmes. PTSD, vous savez. Peut-être pas stable. Ethan bondit, traître. Tu vends ton amant pour un toit. Kevin pâlit, balbutiant, c'était pour nous protéger. Pour qu'on parte ensemble, loin de ce merdier. Mais les mots sonnaient faux, et Ethan, les poings serrés, le plaqua contre un arbre. Protéger? T'es un lâche. Jules mérite mieux. La nouvelle brisa Jules comme une lame. Ethan, rongé par la culpabilité, lui avoua tout lors d'un dîner improvisé. Il t'a trahi, frangin. Pour se sauver la mise. Jules, les yeux secs et les larmes épuisées, se leva. Apporte-moi à lui. Je dois l'entendre. Ils roulèrent jusqu'au musée, où Kevin finissait son shift. La confrontation fut un théâtre d'ombre, sous les statues grecques, Kevin s'effondra à genoux. Pardonne-moi, Jules. J'ai eu peur. Peur de perdre mon job, ma famille. Toi, t'es si fort, moi je suis faible. Jules, le cœur en lambeaux, murmura, la force, c'est pas ignorer la peur. C'est la vaincre ensemble. Mais la confiance était écorchée. Kevin, désespéré, promit le monde, quitter son père, témoigner contre le gérant. Pourtant, au fond, une graine de rancune germait chez Jules. Et Ethan, en retrait, nourrissait son propre feu, une attirance refoulée qui se muait en obsession protectrice. Les frères, sentant la fracture, se réunirent en secret. Marco, impulsif, proposa « On vire Kevin du tableau ». Ethan prend la relève. Ryan, artistique, objecta « L'amour, c'est pas un champ de tir. Laisse-les guérir ». Alex, pragmatique, opta pour l'action « D'abord, on coince le gérant. J'ai les preuves ». Leur plan culmina en une descente légale, perquisition au petit matin, dossier accablant en main. Le gérant, menotté, hurla « C'est la faute de ce PD ». Mais la trahison de Kevin empoisonnait tout. Lors d'une soirée de soutien au bar Gay le Raid, Jules et Kevin tentèrent une réconciliation. Danse lente, verre partagé, baiser salé de larmes. « Je t'aime plus que tout » souffla Kevin. Jules, ému, céda. Mais Ethan, observant de loin, trahit à son tour un texto anonyme à Kevin, révélant ses propres sentiments pour Jules. Il t'utilise. Choisis. Le chaos s'installa. Kevin, fou de jalousie, accusa Ethan d'intrigue. Une bagarre éclata dans la ruelle, poing volant, cris étouffés. Jules, arrivant en fauteuil, sépara les amants rivaux. Assez. Vous me déchirez en deux. Blessé dans son âme, il s'enfuit vers la Seine, seul sous les lumières tremblantes. Les eaux sombres de la Seine lapitaient les quais comme un amant infidèle, et Jules, immobile dans son fauteuil, fixait le courant avec une fascination morbide. La trahison de Kevin, doublée de celle d'Ethan, avait fissuré son monde, l'amour, pilier fragile, s'effritait sous le poids des secrets. Paris, si romantique en surface, révélait ses crocs intolérances, jalousie, les ombres du passé qui refusent de mourir. Un bateau-mouche passa, illuminé de rires touristiques, et Jules se demanda si la liberté valait tant de douleur. Son téléphone vibra, un appel d'Alex. Jules, reviens. On a le gérant au tapis. Procès demain. La voix du tacticien était un phare dans la nuit. Les frères l'avaient traqué sans relâche, preuves numériques, témoignages de locataires lésés, alliance avec une ONG antidiscrimination. Le gérant, ruiné et humilié, avait craqué, avouant ses préjugés homophobes et validistes dans une déposition larmoyante. J'ai servi en Algérie, moi aussi. Mais ces types. Ils me rappellent mes faiblesses. Jules rentra, hébergé chez Ryan dans un loft bordelais, un détour forcé pour souffler. Ryan, l'artiste, l'accueillit avec des toiles fraîches, portrait de Jules en guerrier mythique, jambes prothétiques stylisées en lame d'épée.
L'art guérit ce que la guerre brise, dit-il en servant un cassoulet fumant. Là, dans la quiétude des vignes, Jules confia ses tourments. Kevin m'a vendu. Ethan. Il veut plus. Et moi? Je suis perdu. Ryan, posant son pinceau, révéla son propre secret, j'ai aimé un cil, autrefois. Il est mort en mission. Laisse le temps faire son œuvre. De retour à Paris, le procès fut un catharsis public. Salle comble au tribunal de la Seine, flash de journalistes, pancarte vétéran digne, amour libre. Jules témoigna, sa voix ferme malgré les tremblements, j'ai perdu une jambe pour la liberté. Pas pour qu'on me la reprenne ici, dans l'ombre de la tour Eiffel. Le gérant, défait, écopa d'une amende salée et d'un ordre de relogement gratuit. Victoire. Les frères exultèrent au champagne, Marco braillant des toasts italiens. Mais le cœur de Jules saignait encore. Kevin surgit après l'audience, fleur en main, yeux rougis. Laisse-moi me racheter. J'ai démissionné du musée. On recommence à zéro. Un baiser passionné scella le pacte, mais Ethan, aigri, ourdit sa vengeance, il contacta le père de Kevin, divulguant l'enregistrement de la trahison. Votre fils est un opportuniste. Protégez-le d'un monstre comme Arlan. Le père, outragé, coupa les vivres à Kevin et le somma de rompre. Kevin, déchiré, obéit d'abord, un appel laconique à Jules. C'est fini. Mon père. Il a raison. T'es trop compliqué. Le monde de Jules s'effondra. Fou de douleur, il confronta Ethan, c'était toi, hein? Le texto, l'appel au père? Ethan, acculé, avoua, oui. Parce que je t'aime depuis Kaboul. Kevin te détruit. La gifle de Jules claqua comme un coup de feu. Le climax survint lors d'une réception pour vétérans au Trocadéro. Jules, invité d'honneur, roula sur la scène, micro en main. Ce soir, je parle d'amour brisé et de fraternité forgée. Mais Kevin y rompit, sauvant l'instant, il grimpa sur scène, ignorant les flashs, et s'agenouilla. Jules, pardonne-moi. J'ai fui, mais je reviens. Pour de bon. Le baiser, public et fiévreux, électrisa la foule. Applaudissements, larmes collectives. Ethan, dans l'ombre, sentit la trahison le consumeur. Il tenta une ultime confession, choisis-moi, Jules. Je te donnerai la force. Mais Jules, fort de sa résilience, refusa, l'amour n'est pas une conquête, Ethan. C'est un choix quotidien. Le cil, brisé, s'effaça, promettant de guérir seul. Pourtant, la tempête n'était pas apaisée. Le gérant, libre sous caution, lança une contre-attaque, un avocat véreux accusa les frères de chantage. Une nuit, des voyous aux ses complices tendirent une embuscade à Marco près de la Bastille. Bagarre sanglante, côte cassée. Les frères ripostèrent, opération commando urbaine, preuves irréfutables. Le gérant fut arrêté pour incitation à la violence. Jules et Kevin, dans l'après-coup, se réparèrent à coups de thérapie et de nuit tendre. Mais la cicatrice d'Ethan persistait, un rappel que l'amour, comme la guerre, laisse des fantômes. L'aube se levait sur Paris comme une promesse timide, rosissant les toits de zinc et effaçant les ombres de la nuit. Jules, dans leur nouvel appartement, un loft lumineux au canal Saint-Martin, conquis par l'indemnité du procès, observait Kevin dormir. Les traits adoucis par le sommeil, il ressemblait à l'homme qu'il avait aimé au premier regard, vulnérable, passionné, imparfait. La trahison, cette lame empoisonnée, avait cicatrisé en une leçon, l'amour n'est pas invulnérable, mais résilie. Les mois suivants furent un lent retour à la vie. Jules reprit son travail de traducteur, adaptant des romans américains sur la résilience queer pour des éditeurs parisiens. Kevin, libéré de son musée étouffant, lança une expo itinérante, Vétérans invisibles, mêlant photos de Jules et toiles de Ryan. Ils parlèrent, beaucoup, des peurs de Kevin face à son père, qui, ultimement, envoya une lettre d'excuse laconique, des cauchemars de Jules qui le réveillaient en sueur. On construit ensemble, murmurait Kevin, traçant des cercles sur la prothèse de Jules. Les frères, eux, se reconfigurèrent. Ethan, après une thérapie intensive à Lisbonne, revint transformé, un job de consultant en sécurité pour des ONG, et une romance naissante avec un activiste portugais. Lors d'un barbecue en Provence chez Marco aux viandes grillées, rire tonitruant, il serra Jules dans ses bras. Pardon, frangin. J'ai confondu amour et possession.
Alex, en couple stable avec un prof lyonnais, organisa des ateliers pour vétérans LGBTQ+. Ryan exposa à la Biennale de Venise, sa série Frères d'armes, un hymne à la fraternité queer. Le gérant? Condamné à 2 ans avec sursis, il suivit un programme de sensibilisation, écrivant une lettre publique de regret dans Libération, « J'ai projeté mes démons sur un héros. Pardonnez-moi. » Humanité, même chez les monstres. Mais le vrai climax humaniste vint d'une action collective, la fondation SEALS de Lumière, lancée par le groupe. Basée à Paris, elle aidait les vétérans exilés au logement, thérapie, coming out sécurisé. Jules en fut le porte-parole, son discours à l'ONU à Genève un plaidoyer poignant, « La guerre nous prive de corps et d'âme, mais l'amour nous rend entiers. Ne nous expulsez pas de l'humanité. » Kevin et Jules scellèrent leur engagement lors d'une croisière privée sur la Seine, non un mariage tape à accent grave-l'œil, mais un vœu intime, sous les étoiles. Pour les hauts et les bas, les trahisons et les rédemptions, dit Kevin, passant une bague simple. Jules, ému, répondit, et pour les frères, qui nous ont sauvés. Ils firent l'amour lentement, corps entrelacés, la prothèse mise de côté comme un vestige vaincu. Pourtant, l'ombre d'Ethan plana un temps, une lettre, des mois plus tard, avouant un amour platonique persistant, mais acceptant le bonheur d'autrui. Tu m'as appris la vraie victoire, lâcher prise. Jules la brûla au bord du canal, libérant les fantômes. La fin n'était pas un conte de fées hollywoodien, pas de happy end forcé, mais une humanité brute, des cicatrices visibles, des rires partagés, une famille élargie. Paris, avec ses pavés irréguliers, devint leur ancre. Et Jules, roulant vers l'avenir, sut que la réplique des SEALS n'avait pas été vengeance, mais renaissance. Un soir d'automne, attablés au petit sacré, les frères trinquèrent. À Jules, le cœur du bataillon. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un arc-en-ciel pâle. L'amour, cas d'un vétéran gay handicapé, les 4 Navy SEALS ont répliqué. Et dans ce ciel français, teinté d'Amérique, ils étaient invincibles.